Les tours opérateurs ont vu leurs chiffres s'envoler après le succès de la série américaine Tchernobyl. La zone d'exclusion autour du réacteur nucléaire affiche des records d'affluence. Laurent Michelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, vous signez cet ouvrage, Tchernobyl, visite apocalyptique aux éditions du Chêne. Vous explorez cette ville fantôme depuis des années. Vous allez pouvoir nous raconter à quoi ça ressemble. Et puis avec nous également Tatiana Kaspersky. Bonsoir, vous êtes docteur en sciences politiques, l'auteur de Politique de la radioactivité, Tchernobyl et la mémoire nationale en Biélorussie contemporaine. Merci d'être avec nous depuis Barcelone. Première question pour vous, puisque vous avez vécu la catastrophe nucléaire de près. En 1986, vous avez 6 ans, vous êtes à Minsk. Quels souvenirs vous en gardez ? J'avais 6 ans, effectivement. J'avais une petite sœur qui avait à peine 2 ans. Et mon père, il est physicien du nucléaire. Il travaillait à l'époque à l'Institut d'oncologie près de Minsk. Et le 26 avril, c'est son jour d'anniversaire. Il a eu 41 ans, comme moi aujourd'hui. Et il était au travail. C'était sa journée de travail, malgré que c'était le samedi. Et nous, on était dehors avec ma sœur dans la cour de notre immeuble. Et à un moment, on a vu que notre père rentrait plutôt du travail et il nous a tout de suite ramenés à la maison et il nous a fait fermer toutes les fenêtres. Il se trouve que en tant que personne qui travaillait avec les équipements de traitement de cancer, il s'occupait en fait de l'échantillonnage de cet équipement et il avait dans son laboratoire des sources de radioactivité, aussi l'équipement qui permettait de mesurer la radioactivité ambiante. Et donc, en arrivant au travail, il a constaté très vite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait la radioactivité. Et puis il avait aussi de l'iode que vous avez pu prendre tout de suite. La centrale nucléaire et la ville de Pripyat sont à jamais figées dans le temps maintenant. Des photos impressionnantes et terrifiantes un peu quand même dans votre livre, Laurent Michelot. Pourquoi Tchernobyl vous fascine ? J'ai l'impression qu'il y a une fascination, vous y allez régulièrement. En fait, Tchernobyl, une fois qu'on y allait une fois, on est happé. Parce que le lieu est tellement magnétique qu'il demande justement qu'on y retourne une fois encore et une fois encore et une fois encore. Et le travail photographique m'a amené justement à y retourner plusieurs fois. Quand on arrive à Tchernobyl, on ressent quoi ? C'est une ville fantôme, hein ? C'est hors du monde. C'est vraiment quelque chose qui est hors du monde, hors du temps, hors de l'histoire. C'est très silencieux. Et se retrouver au sein d'un centre-ville où il n'y a aucun bruit, c'est quelque chose qui vraiment n'est pas conventionnel, dont on n'a pas l'habitude. Et c'est très particulier. En fait. Et comment on accède à cette zone ? En demandant l'autorisation, tout simplement. À qui ? Et il y a des organismes et des guides habilités par le gouvernement qui peuvent délivrer ces autorisations. Donc c'est très facile d'aller à Tchernobyl. Voilà, il y a un mythe qui dirait qu'en fait c'est très compliqué, il faut demander beaucoup d'autorisations. En fait, il faut un simple passeport, 1 mois pour obtenir l'autorisation et n'importe qui peut y aller. Est-ce que vous y êtes allée, Tatiana Kaspersky ? Oui, j'y suis allée 2 fois, en 2004 et en 2006. Alors on va faire un petit retour en arrière puisque ça fait 20 ans cette semaine que la centrale a été fermée. Retour donc sur la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. D'un geste symbolique, la page de la centrale de Tchernobyl est tournée. Le dernier réacteur est définitivement éteint. L'image est retransmise dans le monde entier. L'ordre est venu directement de Kiev. Mais ce 15 décembre 2000 à 13h17 dans la salle de contrôle, les employés portent un brassard noir en signe de deuil. J'aurais préféré que l'Ukraine ne quémande pas d'argent auprès de l'Occident, mais se débrouille par elle-même. Notre pays est dans la misère. Les gens vivent dans la misère. Et nous, on ferme la centrale pour faire plaisir à la France, au G7, au G8 ou à Dieu sait qui encore. L'Ukraine a finalement cédé à la pression et à l'argent de la communauté internationale. Pendant 14 ans, elle avait continué à exploiter ce réacteur de même conception et situé non loin de celui qui, le 26 avril 1986, a explosé, provoquant la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Pour éteindre le graphite brûlant, puis limiter les radiations grâce à un sarcophage de béton, des liquidateurs venus de toute l'Union soviétique sont appelés. Plus de 500 000 au fil du temps. Combien le paieront de leur vie ? Impossible de le savoir, car à l'époque, l'URSS ne laisse filtrer que quelques images de ces hommes malades dans un hôpital de Moscou. Et puis il y a le destin des habitants, nombreux à avoir développé des maladies. Ils n'ont été évacués que 24 heures après l'explosion et seulement dans un rayon de 30 km autour de la centrale.
Aujourd'hui encore et pour des milliers d'années, personne ne peut y habiter sans danger. Au centre, Pripyat est désormais une ville fantôme où le temps s'est arrêté. La zone rouge est devenue une attraction touristique avec toujours plus de nouvelles excursions. Dernière nouveauté, les touristes peuvent même visiter la salle de contrôle du réacteur qui a explosé. Si vous voulez prendre des photos des instruments, c'est possible. Mais ne restez pas trop longtemps trop près de ces panneaux parce que c'est contaminé. L'Ukraine voudrait faire venir 1 million de touristes à Tchernobyl. C'est 10 fois plus que l'an dernier. Elle va demander son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, je vous voyais acquiescer. Oui, c'est dangereux quand même d'aller sur place. Oui, dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4, donc qui est l'épicentre de la catastrophe, c'est vrai qu'il est recommandé de rester 10 minutes maximum. Vous avez déjà testé, vous, votre taux de radioactivité, puisque vous allez souvent? Non, en fait, ça, après on reçoit une dose cumulée, mais je dirais qu'elle n'est pas non plus excessive, donc il n'y a pas de souci. Alors, on vient de le voir, les touristes affluent déjà. Avant le coup d'arrêt causé par la pandémie, le site avait atteint le nombre record de 124 000 touristes. C'était en 2019 contre 72 000 l'année précédente. Est-ce que c'est pas un peu choquant quand même cette idée d'aller dans cet endroit où il s'est passé une telle catastrophe? Tout dépend pour qu'on y va. Si on y va pour l'histoire, pour la culture du lieu et si on respecte le lieu, non, c'est quelque chose que j'encouragerais. Mais si on y va juste pour se faire voir en photo, ou, comme les médias sociaux, justement, tous les influenceurs qui viennent juste pour se montrer sur le lieu parce que c'est médiatique, non, là par contre je condamne un petit peu cette approche. Tatiana Kaspersky, cet engouement des touristes a aussi été dopé par la série américaine Tchernobyl. Cette série avait déplu aux Russes. Est-ce que, dans le souvenir que vous en avez, est-ce qu'elle colle avec la réalité de l'époque ou est-ce que c'est très romancé? Je pense que cette série n'a jamais prétendu être un documentaire, mais elle est fondée en revanche beaucoup sur le livre de Svetlana Alexievitch, le prix Nobel de littérature, l'écrivaine biélorusse. Et je pense que c'est ce qui fait la force du récit. Et je pense que même s'il ne colle pas complètement au fait, c'est un moyen très puissant, ça a été un moyen très puissant de renouveler les débats sur la catastrophe. Alors on voit, pendant que vous parliez, on voit ces images qui sont des images impressionnantes et complètement inédites. C'est une première depuis la catastrophe nucléaire. Un drone suisse a pu s'introduire dans le réacteur 5 de cette centrale pour déceler d'éventuels déchets radioactifs. Ça, c'est pour le coup une zone qui est très fascinante, plus encore que le reste. Oui, enfin pour le coup du drone dans le réacteur numéro 5 n'a jamais été mis en service, il n'a jamais été construit. Donc en fait c'est un coup médiatique puisque le réacteur numéro 5, on peut y accéder facilement. J'y étais il y a 2 mois, j'y étais à pied. Il n'y a aucune radiation là-bas. Écoutez, c'est juste pour montrer que techniquement, ils sont capables de le faire. D'accord, sauf que techniquement, c'est aussi une histoire de radioactivité. Donc là, vous nous dites que c'est peut-être... c'est un coup de com' en fait. C'est un coup de com'. D'accord, très bien. Bon, on va avancer. L'Ukraine veut inscrire les vestiges de la ville de Pripyat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tatiana Kaspersky, est-ce que cette idée vous paraît bizarre ou opportune ? Je pense que ça peut être une très bonne idée. Effectivement, on a l'habitude au patrimoine glorieux de l'humanité, à des objets dont on peut être fier. Mais il y a aussi des sites qui rappellent le passé sombre de l'humanité, le passé qui ne devrait pas être répété. Et je pense que ces sites patrimoniaux sont aussi importants. Et le site de Tchernobyl pourrait devenir un tel site, effectivement. Vous abondez, c'est une bonne chose que l'UNESCO préserve aussi cette mémoire. Il y a un travail de mémoire, en fait, c'est ça? Je suis entièrement d'accord, c'est une très bonne chose. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est l'Ukraine qui a demandé à l'UNESCO que ce soit inscrit. Et il semblerait que l'UNESCO soit pas très chaud pour l'instant en fait, puisqu'il manque des volets, justement la préservation architecturale qui semblerait poser problème puisque la ville de Pripyat est en train de s'effondrer, donc il n'y aurait plus grand chose à protéger. D'accord. Début novembre, la Biélorussie, ex-république soviétique, a inauguré en grande pompe la première centrale nucléaire de son histoire. La production d'électricité a dû être interrompue en urgence au lendemain de l'inauguration de la centrale parce que plusieurs transformateurs électriques ont tout bonnement explosé. Tatiana Kaspersky, c'est votre pays, la Biélorussie a-t-elle oublié Tchernobyl ? Je pense qu'on ne peut pas parler vraiment d'amnésie, mais il y a plutôt un schisme mémoriel entre le récit officiel glorieux de la bataille contre le Tchernobyl que le peuple soviétique et le peuple russe auraient vaincu et les mémoires douloureuses et privées qui ne peuvent pas s'exprimer dans l'espace public. Et du coup, pour beaucoup de Biélorusses, le Tchernobyl, la mémoire de Tchernobyl, c'est un peu comme une coquille vide.
tous ces discours officiels sur la catastrophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la radioactivité continue d'affecter la vie de centaines de milliers de personnes, que ce soit sur le plan environnemental et sanitaire. En fait, comment c'est ressenti en Biélorussie aujourd'hui ? Je pense qu'il y a toute une politique de retour à la normale qui est menée depuis plusieurs décennies et qu'en fait, ce qu'on explique aux personnes, que c'est tout à fait possible de vivre dans les territoires contaminés pourvu qu'on suit un certain nombre de règles d'hygiène qui sont en fait relativement strictes. Mais si on se comporte bien, on ne se laisse pas exposer à la radioactivité et ce n'est pas dangereux. C'est le discours qu'on a. Pour revenir sur ce travail de mémoire qu'on évoquait à l'instant, votre livre, c'est ça aussi, c'est votre objectif, ou qu'est-ce qui vous anime quand vous allez à Tchernobyl ? Bien sûr, puisqu'en fait c'est un lieu qui à terme est appelé à disparaître, puisqu'il est laissé à l'abandon. Donc ce que je voulais, c'était vraiment le documenter, laisser une trace visuelle justement du lieu comme il pouvait apparaître 30 ans après la catastrophe. Vous y allez depuis des années, est-ce qu'il change beaucoup ? Le lieu change énormément, oui. Outre bien sûr les bâtiments qui s'effondrent, c'est la trace du tourisme qui est massive. Il y a beaucoup de tags, de graffitis. Les gens ont ce besoin de laisser leur marque sur les murs. Et aussi, comme il y a beaucoup de photographes, ils aiment beaucoup changer les objets, déplacer les poupées, déplacer les masques à gaz pour avoir une composition très dramatique du lieu. Donc tout change en fait. D'une année à l'autre, vraiment, les meubles changent de place, les objets, les livres, les poupées, tout change absolument de place. Et donc il faudrait le protéger, ce lieu, alors ? Je suis entièrement d'accord, oui. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de respect de la part des visiteurs pour le lieu, puisque c'est quand même un événement majeur de l'histoire contemporaine et c'est un lieu qui force le respect. C'est un lieu d'une catastrophe. On ne le traite pas à la légère juste pour se faire voir sur Instagram. Je vous voyais hocher à la tête depuis Barcelone. C'est ça, il faudrait le protéger. Et donc on revient un peu sur la thématique de l'UNESCO. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Oui, je pense qu'il faut effectivement préserver ce site et déposer le dossier pour l'UNESCO, c'est aussi un engagement de la part de l'État de le gérer de façon responsable. Mais pour parler aussi de l'UNESCO, il y a une autre liste patrimoniale, celle du patrimoine documentaire, elle s'appelle La Mémoire du Monde. Et en fait, depuis 2017, les archives de Tchernobyl, les archives de l'ancien KGB de l'Ukraine sont inscrits sur cette liste. On va terminer avec vous pour peut-être que vous nous fassiez vivre aussi un peu cet endroit. Quand vous y allez, vous aimez aller où ? Est-ce qu'il y a des endroits que vous n'avez pas vus encore ? Est-ce que vous allez y retourner bientôt ? Il y a beaucoup d'endroits que je n'ai pas vus. Oui, j'espère y retourner bientôt, évidemment, puisque comme je vous dis, le lieu m'a aspiré, donc il faut que j'y retourne. Après, il y a forcément des lieux très iconiques, comme par exemple la piscine, les écoles, justement, qui à chaque fois qu'on y va, on a une vision différente des choses. Mais la zone est tellement grande, puisque ce n'est pas seulement la centrale et Pripyat, c'est aussi beaucoup de petits villages alentours sur 30 km. Donc il reste encore énormément de choses. Et donc prochain voyage, vous savez quand ? C'est peut-être un peu compliqué en cette année de pandémie, mais... je ne sais pas comment je vais pouvoir à la fois avoir le virus de Tchernobyl et contrer les problèmes du virus de la Covid. Donc je ne sais pas encore. Bon, mais de toute façon, vous allez y retourner. Oui, c'est évident. Vous n'êtes pas le seul à y aller. Je crois que vous êtes toute une communauté aussi à être intéressée par Tchernobyl. Ça veut dire qu'il y a une communauté qui anime en fait ce lieu sur les réseaux sociaux ? Beaucoup, oui, sur Facebook, où il y a beaucoup de groupes qui sont liés justement à Tchernobyl, tant en français qu'en anglais. Et c'est vrai qu'il y a une communauté qui est vraiment très accro, on va dire, au lieu, comme j'aurais pu l'être aussi. Eh ben, merci d'avoir été accro sur TV5 Monde avec nous et Tatiana Kaspersky. Merci pour votre témoignage et puis pour ce regard que vous portez sur Tchernobyl. À très bientôt. Merci.